Bienvenue dans la série sur les étoiles. Donc nous allons voir maintenant comment naissent les étoiles. Alors les galaxies, comme la nôtre, contiennent beaucoup de gaz. Du gaz, essentiellement de l'hydrogène, un peu d'hélium. Et c'est ce gaz, attiré par sa propre gravité, forme de grands nuages de gaz froid. Ce gaz est très ténu. Pour donner une comparaison, si on fait le vide dans un laboratoire avec une pompe à vide, le vide obtenu est il y a moins de gaz, il y a plus de gaz dans ce qu'on obtient avec une pompe à vide que dans un nuage de gaz. Ils sont vraiment très ténus, plus ténus que le vide de laboratoire. Malgré tout, ces nuages sont immenses. Ils font des centaines ou des milliers d'années-lumière de taille. Et donc, malgré qu'ils sont aussi ténus que cela, ils sont quand même opaques. La lumière qui passe à travers doit traverser des centaines ou des milliers d'années-lumière, et donc a toutes les chances de se faire absorber. Et donc, au télescope, ils apparaissent opaques. Et de plus, étant d'une taille aussi considérable, ils font facilement une masse de plusieurs milliers de fois la masse du Soleil. Ces nuages de gaz sont donc vraiment colossaux. Leur température est aussi très basse, typiquement quelques Kelvin, une dizaine de Kelvin. Alors qu'est-ce que le Kelvin? C'est ce qu'on appelle la température absolue. Les degrés Kelvin sont identiques aux degrés Celsius, sauf que le zéro est différent. C'est le zéro absolu qui correspond à moins 273 degrés. Et 0 Celsius correspond à plus 273 Kelvin. Donc 10 Kelvin, c'est très froid, c'est moins 263 degrés. Et l'agitation thermique y est très faible. Malgré tout, cela suffit parce que ce gaz est extraordinairement ténu, rappelons-le, plus que le vide qu'on obtient avec une pompe à vide. Et donc, cette légère agitation thermique qui font se heurter les atomes est suffisante pour que le gaz reste en équilibre. Cette légère agitation thermique suffit à compenser le poids de cette colossale masse de gaz. Et donc, elle est plus ou moins stable. Pour donner une idée de la densité, il y a entre 10 000 à 100 000 atomes par centimètre cube, à comparer à une dizaine de litres d'air de notre atmosphère qui contient typiquement 100 000 milliards d'atomes. La différence est donc considérable. Là, c'est 10 000 à 100 000 atomes seulement. Les nuages les plus denses, les nuages de gaz les plus denses, sont dits nuages moléculaires. Parce que les atomes se rencontrant plus souvent, à cause de la plus grande densité, ils ont tendance à se lier pour former des molécules d'hydrogène. Une molécule d'hydrogène étant formée de 2 atomes d'hydrogène. Ces nuages contiennent aussi fréquemment pas mal de poussière, composée essentiellement de carbone, d'oxygène, de silice et d'hydrogène. Ce sont les nuages les plus denses qui vont avoir tendance à former de nouvelles étoiles. Alors comment ça se produit? Ces nuages sont plutôt stables, mais ils subissent des perturbations. D'abord parce qu'ils sont en rotation autour de la galaxie, et donc ont tendance à se déformer avec cette rotation. De plus, ils subissent des perturbations gravitationnelles de leur environnement, d'autres nuages de gaz, etc. Et ils peuvent aussi entrer en collision, de nuages de gaz peuvent entrer en collision. Ils peuvent aussi être traversés par une étoile qui va évidemment fortement perturber le nuage. Et surtout, les plus grosses perturbations viennent de l'explosion d'étoiles. Lorsqu'une étoile explose, une grosse étoile explose, cela produit une onde de choc considérable qui provoque une compression du gaz. C'est le même phénomène qu'un explosif sur Terre. Lorsqu'un bâton de dynamite explose à une distance un peu trop proche de vous, l'onde de choc peut faire éclater vos tympans. Un autre phénomène propre aux galaxies spirales, donc les galaxies spirales, ce sont les galaxies dont les étoiles forment un bulbe et des bras
en forme de spirale, comme ceci. Notre galaxie, la Voie lactée, est une galaxie spirale. Dans les galaxies spirales, cette forme, cette accumulation étoile est due à un phénomène, à la propagation d'ondes de pression dans le gaz qui constitue la galaxie, appelées aussi ondes de densité. Et ces ondes de densité, au passage des bras, se compriment et donc compriment le gaz. De plus, quand une étoile commence à apparaître, à se former, il y a un souffle important qui se produit, qui va comprimer le gaz alentour. C'est aussi pour ça qu'on dit que la naissance des étoiles est contagieuse. Quand une étoile naît, ça a tendance à provoquer la naissance d'autres étoiles dans le voisinage. Notons que l'autre grande catégorie de galaxies, qui sont des galaxies où les étoiles sont distribuées de manière plutôt homogène, sont dites des galaxies elliptiques, un peu la forme d'un ballon de rugby, et ces galaxies sont assez pauvres en gaz. Les galaxies riches en gaz sont plutôt de forme spirale, et les pauvres en gaz, les elliptiques. Dans les elliptiques, il y a peu de gaz, donc peu de formation d'étoiles. C'est plutôt dans les galaxies comme la nôtre que l'on voit naître beaucoup d'étoiles. Donc, le nuage est perturbé, et il y a donc des hétérogénéités qui se produisent, des zones moins denses, des zones plus denses, et les zones plus denses vont avoir une gravité plus forte, parce qu'il y a plus de masse concentrée, et donc elles vont avoir tendance à s'effondrer sous leur propre poids. En se comprimant, la gravité augmente encore, ce qui provoque encore de la compression et ainsi de suite. Et donc le phénomène est divergent. On a un effondrement du nuage. En réalité, ces nuages sont immenses. Je l'ai dit, des centaines ou des milliers d'années-lumière. Donc en fait, ce sont plutôt toutes des zones qui vont se concentrer. On va avoir une fragmentation du nuage en plusieurs zones qui se concentrent, différents grumeaux. Et chaque grumeau va avoir tendance à former plusieurs étoiles. Typiquement, un grumeau a une masse de quelques masses solaires et il va former 1, 2 ou 3 étoiles. Et c'est d'ailleurs pour ça que les étoiles doubles, qui sont formées par paires et puis restent en orbite l'une autour de l'autre, les étoiles doubles sont fréquentes à cause de ce phénomène. Alors, pour être un peu plus précis, quand se produit l'effondrement? En fait, il y a une loi qui est liée à l'équilibre des gaz, donc l'équilibre sur leur poids et leur agitation thermique, qui permet de calculer une masse appelée masse de Jeans. Jeans comme un jean. Et Jeans a calculé que la masse limite au carré, donc masse de Jeans fois masse de Jeans, est égale à la température divisée par la densité. Et donc, plus la densité est grande, et plus la masse de Jeans est petite. Et pour les conditions de température et de pression et de densité que l'on rencontre dans les nuages de gaz, température, densité que je vous ai donné, on calcule que la masse de Jeans, où se produit ce déséquilibre, cet effondrement, cette masse de Jeans est de l'ordre de quelques masses solaires. D'où le fait qu'il y a 1, 2, 3 étoiles dans un grumeau. Et ça explique aussi la fragmentation en plusieurs morceaux. Notons que, avec l'augmentation de densité, les atomes vont se rencontrer plus souvent et donc vont avoir tendance à former plus de molécules d'hydrogène. 2 atomes se lient pour former une molécule, donc ça divise par 2 le nombre de particules, de molécules. Ce qui fait que la pression baisse et donc facilite l'effondrement. S'il y a des poussières, celles-ci vont agglutiner les molécules qui vont se coller sur les poussières et donc ça aussi, ça va faciliter l'effondrement. Tout concourt pour que, une fois entamé, l'effondrement se poursuit.
Un autre détail intéressant à savoir, c'est que la masse de jeans, elle augmente si la densité diminue. Et donc, les étoiles les plus grosses, les plus massives, vont avoir une tendance à se former en bordure du nuage, là où la densité est plus faible. Et au centre du nuage, où la densité est plus grande, se forment alors la masse de jeans est plus petite, et il se forment alors des plus petites étoiles, des étoiles comme notre Soleil, qui n'est pas une grosse étoile. Le résultat de tout ça, c'est qu'on a plein de grumeaux qui forment chacun quelques étoiles, et donc on a une flambée d'étoiles. De telles flambées d'étoiles sont souvent observées, on en observe dans notre galaxie, et souvent dans des galaxies voisines, comme Andromède. Notre nuage de gaz est donc en train de s'effondrer. Le point suivant, c'est de parler de la rotation du gaz. Alors pourquoi se met-il en rotation? Eh bien, toutes ces molécules sont en agitation thermique. Et le mouvement d'agitation thermique est plutôt erratique. Les atomes vont dans un sens, dans l'autre, dans n'importe quel sens. Si on fait la somme de tous ces mouvements, on obtient environ zéro. Parce que c'est au hasard dans tous les sens. Mais environ zéro, ça ne fait pas zéro. Il faudrait un hasard absolument phénoménal pour que la somme soit strictement égale à zéro. Que le hasard fasse de tous les mouvements, la somme fasse pile zéro. Donc il y a toujours une petite différence. Et donc, en moyenne, il y a toujours une petite rotation du nuage. Elle est minuscule, elle peut être minuscule, mais elle existe. Il y a toujours une petite rotation globale. Ce phénomène est en plus amplifié par le fait que le nuage tourne autour de la galaxie, ce qui donc tendance à faire tourner le nuage sur lui-même, et en plus les perturbations des masses voisines qui vont perturber le nuage et aussi avoir tendance à le mettre en rotation. Le phénomène suivant, c'est l'amplification de la rotation. Quand un objet tourne et que sa taille diminue, sa rotation s'accélère. C'est un phénomène très bien connu. Vous avez déjà observé des patineurs sur la glace, en patinage artistique, qui s'amènent et se lancent sur la glace bras tendus, se mettent à tourner et puis rapprochent leurs bras. Et ils se mettent alors à tourner à toute vitesse sur la glace. On peut aussi l'expérimenter soi-même avec une chaise tournante. Il y en a une au Palais de la Découverte, où des poids sont fournis, des petits poids, des petits haltères. Vous pouvez vous mettre dans la chaise, un ami vous met en rotation avec la chaise, vous tournez, puis vous rapprochez les poids, et hop, vous vous mettez à tourner beaucoup plus vite. Vous écartez à nouveau les poids, et votre rotation se ralentit. Ce phénomène en mécanique s'appelle la loi de conservation du moment angulaire, qui est une loi stricte, absolue. Et donc, ici, on a aussi, lors de la contraction, une amplification de la rotation. Mais à quel point? Eh bien, on part ici d'un nuage qui fait des dizaines, ou du moins pour un grumeau, des dizaines d'années-lumière de large. Pour se rétrécir à une structure qui a grosso modo la taille d'un système solaire, ou pour le centre, la taille d'une étoile. Donc la contraction est considérable. Elle est de l'ordre de 100 000 à 1 million de fois. C'est autre chose que rapprocher les poids ou le patineur. Là, c'est 100 000 à 1 million de fois plus petit. Et donc la rotation, peut-être infime au départ, s'amplifie de manière considérable. Et le résultat, quand on fait les calculs, c'est que la rotation globale, pour un nuage qui se contracte de la taille d'un système solaire, le résultat, c'est que la rotation obtenue correspond, grosso modo, à ce qu'on observe, par exemple, pour les planètes. Donc, c'est le bon ordre de grandeur, le nuage se met en rotation. Et, de plus, il y a le phénomène de force centrifuge. C'est quelque chose de bien connu. Vous êtes assis dans une voiture, c'est passager, vous n'avez pas mis votre ceinture, grosse erreur, la voiture tourne brusquement, vous êtes projeté contre la portière.
c'est le phénomène de force centrifuge, où vous êtes dans un train, un métro, il tourne, vous vous tenez à une barre et vous sentez que vous êtes tiré sur le côté. C'est la force centrifuge. Cette force centrifuge tend à éjecter les corps qui sont en rotation. Et donc il se produit un équilibre entre la gravité qui maintient ce gaz, sa rotation, et la force centrifuge. Notons aussi que ce nuage en rotation s'aplatit. Alors pourquoi? Bien parce que lorsque, là aussi il y a une question de hasard qui fait qu'il y a une direction de rotation privilégiée. Si la rotation est comme ça, disons, la rotation est comme ça, les parties qui sont sur le bord tournent à vitesse assez grande, on va dire, et donc sont maintenues par la force centrifuge. Tandis que les masses de gaz qui sont au pôle de cette masse de gaz, elles tournent à peine. Et donc, elles ne subissent pas ou peu la force centrifuge, et donc, sous la gravité, sous leur propre poids, elles tentent à s'effondrer vers le centre du disque. Et donc, le disque en rotation s'aplatit. C'est le phénomène des pizzas. Le pizzaïolo qui prend sa pâte et qui la fait tourner de façon à lui donner la forme d'un disque aplati. Le résultat, c'est qu'on a une accumulation de gaz qui se met au centre, qui là prend plutôt la forme d'un bulbe, la rotation est petite, d'une petite taille, et on a un disque. Le disque est typiquement appelé disque d'accrétion, c'est le nom qu'on lui donne. On en observe pas mal dans notre galaxie ou les galaxies les plus proches. C'est disque d'accrétion où se forment les étoiles et les planètes. Et donc ce disque est plus ou moins en équilibre, il est stable, à cause de la force centrifuge. Si ça en restait là, il n'y aurait pas d'étoiles ni de planètes, il y aurait juste un disque de gaz et de poussière qui tourne. Mais il se produit alors deux phénomènes. Le premier, c'est que la densité du gaz et des poussières a augmenté avec cette contraction, il se produit donc des phénomènes de viscosité dans le gaz. Et la rotation est différentielle, c'est-à-dire que le disque de gaz ne tourne pas comme un disque rigide, comme un disque en vinyle sur un tourne-disque. Le centre tourne plus vite que la périphérie, à cause des effets dus à la gravité et à la force centrifuge. Cette rotation est différente suivant la distance. C'est comme pour les planètes. La planète Mercure tourne très vite autour du Soleil, tandis que la planète Pluton, très éloignée, subissant moins la gravité, tourne très lentement autour du Soleil. Et donc, cette rotation différentielle fait que les différentes parties du disque ne tournent pas à la même vitesse, et donc il va y avoir des phénomènes de frottement, la viscosité, des frottements au sein du gaz. Ces frottements vont augmenter la température du gaz, température qui a déjà augmenté due à la compression. Nous en avions parlé. On comprime, la température monte. Cette chaleur importante, cette température plus élevée, va être dissipée sous forme de rayonnement. Typiquement, pour ce genre de disque, c'est dans l'infrarouge. Parce qu'on parle là de températures qui, au maximum, atteignent quelques centaines de degrés. C'est pas la mer à boire, mais c'est suffisant pour rayonner dans l'infrarouge. C'est d'ailleurs de cette manière qu'on peut les observer le mieux. C'est dans l'infrarouge. Et donc, le disque perd de l'énergie. Il perd cette énergie dissipée, ce qui fait que le disque va pouvoir continuer à s'effondrer. Mais il y a un autre phénomène important, parce qu'il y a la loi du moment angulaire, la conservation du moment angulaire. Ça tourne, et plus ça rétrécit, plus ça tourne vite, ce qui est un problème. Ça empêche l'effondrement. Mais, du fait des rotations différentielles, il se produit des frottements et donc des turbulences dans le gaz. Il y a donc des particules qui vont aller un peu dans n'importe quel sens, et en particulier au centre, où elles tournent particulièrement vite. Et là, de temps en temps, par le hasard, certaines particules vont un peu s'écarter du disque,
et elles vont avoir tendance, avec leur vitesse grande, à être éjectées du disque. Notons que le champ magnétique joue aussi un rôle. Alors, il n'y a pas encore un gros champ magnétique propre, c'est surtout le champ magnétique de notre galaxie. Le nuage contient des molécules, on l'a dit, des atomes, mais aussi des atomes ionisés, il y a des protons, des électrons libres, et donc on va avoir, le champ magnétique va être en partie piégé dans le disque, se resserrer, et les particules vont avoir tendance à suivre les lignes de champ magnétique. Les deux phénomènes se conjuguent, ces petits trublions erratiques qui s'écartent du disque, les champs magnétiques. Le phénomène est très complexe d'allure à étudier, théoriquement et numériquement, c'est très compliqué. Et il se forme alors des jets au niveau du centre du disque, des jets perpendiculaires au disque. Ces jets sont observés un peu partout. On en observe dans les disques de formation d'étoiles et de planètes, on en observe aussi dans les galaxies elles-mêmes, on en observe autour des trous noirs. Ces jets sont universels. Et ces jets sont donc formés de particules qui tournaient assez vite. Et donc ces jets emportent une grande partie du moment angulaire. Le résultat, c'est que la rotation globale des particules, les plus méchantes, les plus énervées se sont échappées, il reste plus que les plus calmes, et donc la rotation se calme et ralentit. Et ce qui permet une diminution de la force centrifuge, et le disque continue à se contracter. Alors, nous sommes presque arrivés à l'apparition d'étoiles. On a un bulbe et un disque qui s'est fortement concentré, avec une vitesse de rotation raisonnable, grâce au jet. Et dans la prochaine vidéo, nous passerons à l'allumage de l'étoile. Je vous remercie.